Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 5. La jungle et sa faune. La Ford jaune fila comme un taulard en cavale. Nous fûmes à Chicago en 2 heures. Je pris une chambre d'hôtel dans un quartier minable du côté de la 29e et de State Street, et nous sortîmes nos affaires de la voiture. Il était 10 heures du soir. Je m'aspergeais le visage d'eau fraîche, et je dis à la demi-portion qu'elle pouvait se reposer. Je sortis aussitôt pour explorer la ville. Une neige tardive de mars s'était mise à tomber et je dus actionner les essuie-glaces. À environ 2 kilomètres de l'hôtel, je vis des putes qui tapinaient. Je rangeai la voiture et entrai dans un bar situé au plein cœur de l'action. Il y régnait une effroyable puanteur. C'était un rendez-vous de junkies. Je m'assis et sirotai une bouteille de bière au goulot. Je n'avais pas confiance dans la propreté des verres. Un pickpocket qui ressemblait à un cheval fourbu vint s'asseoir sur un tabouret libre à ma droite. Son complice, un type au teint jaune avec une tête de renard, s'installa sur celui qui était à ma gauche. Du coin de l'œil, je le vis qui m'observait, et l'entendant claquer les doigts, je me tournai vers lui. Mon frère, dit-il, tu as une veine de pendu. Tu fais quoi comme taille pour les costards? Lève-toi un peu que je vois tes mesures. On m'appelle Red Lafringue. Je peux te dégoter des costumes fabuleux à des prix ridicules. Je me mis debout devant lui, il me toisa des pieds à la tête, déboutonna mon pardessus, tira le revers de mon veston, puis me repoussa vers Tête de Cheval. Je trébuchai et me tournai à moitié pour m'excuser. J'eus alors l'impression de percevoir un vague mouvement derrière moi, mais tellement rapide que je n'étais pas du tout sûr d'avoir bien vu. Je ne me rendis compte que plus tard de ce qui s'était passé. Tête de Cheval eut un sourire qui découvrit ses dents, puis il descendit du tabouret et sortit du bar. Je me tournai à nouveau vers son complice. T'aurais pas un mohair noir à ma taille? Demandai-je. L'homme me sourit d'un air rusé. Il redressa ma cravate. Slim, mon vieux, j'ai du mohair noir et du mohair bleu. Je peux te fringuer comme si tu sortais d'un tailleur de Savile Row. T'en veux un bleu aussi? T'as les deux pour 50 sacs. Allons-y, je suis preneur. Il fronça soudain les sourcils en paraissant aussi inquiet que si je m'étais apprêté à ouvrir une porte derrière laquelle sa mère était en train de chier dans mon chapeau. Il commença alors à se glisser vers la sortie. Mon frère, je ne te connais pas encore assez pour te faire confiance. Il faut que je protège ma planque. Si je t'amène chez moi pour acheter la marchandise, qui me dit que tu ne vas pas revenir un peu plus tard pour me braquer? Alors du calme, Slim. Reste ici, et je reviens dans 20 minutes avec les costards. Tiens, voilà $1, t'as qu'à boire un coup à la santé de Red Lafringue. Je commandai une autre bière en essayant de tuer le temps pendant ces 20 minutes. J'avais vraiment besoin de ces frusques. Au bout d'une heure, je me dis que Red avait dû se faire embarquer ou qu'il lui était arrivé quelque chose. Je demandai à la grosse qui servait au bar de me donner quelques adresses de boîtes chic. Elle m'en cita quelques-unes et m'indiqua le chemin pour y aller. Je devais 80 cents. Je lui laissai 20 cents de pourboire et retournai vers la Ford. Le déflecteur du côté de la chaussée était grand ouvert, il avait été forcé, et on avait déverrouillé la portière. En montant dans la voiture, je me souviens que les bijoux fantaisie de la demi-portion étaient rangés dans la boîte à gants fermée à clé. Je l'ouvris et m'aperçus qu'un petit malin avait réussi à découper le fond de la boîte à gants en passant sous le tableau de bord. Il ne restait plus la moindre boucle d'oreille. J'actionnai le démarreur et allumai les phares. La neige avait cessé de tomber. Le rayon de mes phares éclaira la face de Dracula d'une pute camée qui pissait dans le caniveau. Elle ouvrit une bouche édentée et sourit dans la lumière comme une starlette saluant le public à la première d'un film. Lorsque je fis rugir le moteur, elle se releva, les jambes largement écartées. Sa chatte avait l'air d'une balafre écarlate mangée par la gale. Elle avait coincé sa robe relevée sous ses coudes décharnés, et ses longs doigts noirs écartaient son piège à micheton pour essayer de m'intéresser. Quand je passai à sa hauteur, elle me cria « Viens là, mon négro, ça coûte seulement $1. » Je poursuivis mon chemin dans les rues couvertes de gadou. Le faible halo des réverbères brillait à grand-peine dans l'obscurité. Je ne vais quand même pas faire tapiner la demi-portion dans un coin pareil. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me donner des tuyaux. Je remontais une centaine de pâtés de maisons. Soudain, je vis une grosse enseigne au néon rouge flamboyer dans l'ombre. Il était écrit « Devil's Roost ». C'était l'une des boîtes dont la grosse barmaid m'avait parlé dans le bar à junkie. Des Cadillacs et des Lincoln tape à l'œil rangés pare-choc contre pare-choc avaient confisqué toutes les places disponibles de ce côté de la rue. Je me garai en face, descendis de la Ford et traversai la chaussée. Je pris la direction du Roost. Charlie Parker, Billy Eckstein et Sarah Vaughan envoyaient un fabuleux mélange de sonorités soul à travers les haut-parleurs des restaurants où on servait du poulet et des côtelettes de porc. La rue était une vraie fourmilière. Des coupes tirées à 4 épingles paradaient sur toute la longueur du trottoir. Le poulet fumé au bois d'icori et l'odeur des côtelettes me mettaient l'eau à la bouche. Je m'apprêtais à entrer dans l'un des restaurants pour manger quelque chose sur le pouce. J'avais repéré une enseigne qui indiquait « Creole's Fats », le paradis des côtelettes. Mais je fus arrêté dans mon élan.
Une longue silhouette voûtée me barrait le chemin. L'homme psalmodiait comme un sorcier vaudou, en pointant l'index vers la devanture d'un magasin, dont la vitrine avait été rendue opaque par une couche de peinture bleue. Allons-y, n'hésitons pas, chantait-il. Entrez, tirez, tirez les bons numéros. Il y a des piles de fric à se mettre dans le chapeau. Tu m'as l'air d'un vénard, mon gars. Le 7 et le 11, c'est pour toi. Dépêche-toi d'entrer, dépêche-toi de t'en aller. La chance est une vieille garce, mais tu peux l'entuber. Son pardessus à carreaux verts, usé jusqu'à la corde, avait l'air d'une pièce d'antiquité. Il portait des chaussettes noires bon marché, percées de trous découpés en croix, d'où essayaient de sortir des corps gros comme des bosses. Pour couronner le tout, il répandait une puanteur digne de la poubelle d'un bootlegger. Je m'aperçus alors que sa tête de basset d'une couleur jaune banane avait quelque chose de vaguement familier. Désolé, vieux, je suis pas d'humeur à acheter les dés. On se connaîtrait pas par hasard? Ses yeux furtifs changèrent de trajectoire. Leur regard se posa au-delà de mon épaule, cherchant au bout de la rue une nouvelle inspiration. Son crâne chauve brillait comme un petit lac jaune à la lumière d'un réverbère. Tu sais, mon gars, je vais pas te pointer un flingue sur le ventre, dit-il. Je peux pas te forcer à rentrer pour aller chercher ton pognon. En tout cas, t'es trop jeune pour me connaître. Peut-être que t'as entendu parler de moi. Je m'appelle Pretty Preston. Je donnais le blues à mes putes au temps où je faisais le mag. J'ai eu mon heure de gloire. Et toi, t'es qui? Son nom me le remit aussitôt en mémoire. J'avais ciré ses chaussures quand je travaillais à la boutique de Henry. À l'époque, il conduisait une superbe Lassalle noire. En ce temps-là, il était beau et chic, un vrai Valentino noir. Je me souvenais de ses diamants. On les voyait étinceler à ses doigts, à ses manchettes, et même sur le plastron de sa chemise. Comment est-il possible que le dandy de mon enfance et ce type-là soient la même personne? Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Je te connais, Preston. Quand j'étais môme, je cirais tes Stacy dans une boutique de Main Street. Tu te souviens de moi? Moi aussi, je suis devenu Mac maintenant. Tu faisais des étincelles à l'époque avec tes putes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu racoles pour cette boîte de craps? Ses yeux foncés, sans éclat, eurent un regard rêveur, lointain. Il se souvenait sans doute du temps où il avait été un Mac flamboyant. Il soupira et passa un bras autour de mes épaules. Je le suivis à l'intérieur du tripot. L'odeur de transpiration des joueurs me frappa comme un coup de poing dans le nez. Nous nous assîmes sur un canapé défoncé à l'entrée de la salle dans une obscurité quasi totale. Derrière une cloison, j'entendais les pièces teintées. J'entendais aussi le claquement sourd que faisaient les dés quand ils roulaient sur le tapis, comme s'ils éclataient de rire pour se moquer des joueurs qui poussaient des jurons en suppliant que le 7 ou le 11 sortent du premier coup. Bien sûr que je me souviens de toi, petit. Nom de Dieu, qu'est-ce que t'as grandi? Je dois me faire vieux. C'est comment ton nom? Tu sais, petit, il m'est arrivé de drôles d'embrouilles depuis 12 ans que je me suis installé dans cette ville de tordus. Maintenant, je racole le gogo pour le compte du copain qui tient cette boîte, et tu peux me croire. C'est lui qui a plus besoin de moi que moi j'ai besoin de lui. Mais un de ces jours, je vais décrocher le gros lot, ou ramasser un paquet de fric dans une course de chevaux, et on entendra de nouveau parler de ce bon vieux Preston. T'as combien de filles qui travaillent pour toi? Mon nom, c'est Slim Lancaster, mais on m'appelle Young Blood. Blood pour faire plus court. Pour l'instant, j'ai qu'une seule fille, mais avec toutes les putes qu'on peut trouver ici, j'en aurai une ribambelle dans un mois. Je viens d'arriver en ville, et je veux mettre ma gonzesse au boulot. J'aimerais bien que tu me rencardes sur les rues où je pourrais la faire tapiner. Tu m'attends? Je vais chercher des côtelettes à côté, je reviens tout de suite. J'ai pas mis le nez dans une assiette depuis midi. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Blood. Si tu veux, tu peux aller me chercher une demi-pinte d'Old Taylor à la boutique du coin, je te mettrai au parfum. Mais je crois que tu n'aimeras pas du tout la fin de l'histoire. L'air frais me fit du bien. Je commandai mes côtelettes, puis, sur le chemin de la boutique de spiritueux, je m'arrêtai devant le roast. J'approchai sur la pointe des pieds, et jetai un coup d'œil à l'intérieur par un interstice entre le store et la fenêtre. L'endroit était animé. Des putes, des macs et des blancs s'agglutinaient autour du bar circulaire. Un type squelettique, le visage balafré par des traces de brûlure, dirigeait une petite formation de jazz. Il jouait du saxo en essayant de singer le phrasé et la sonorité de Charlie Parker. Il soufflait à s'en étouffer, et son visage tournait au noir d'encre. Au fond de la salle, sur une piste de la taille d'un tapis, des couples noirs et blancs mélangés dansaient sur Stomping at the Savoy. Des blanches, dévorées par l'envie de croquer le fruit défendu, étaient assises dans les box qui s'alignaient le long des murs. Leurs visages se détachaient nettement dans la pénombre. Leurs longs cheveux flottaient autour de leurs épaules quand elles rejetaient la tête en arrière, en riant d'un rire d'ivresse avec leurs amants noirs. Je cessai de jouer les voyeurs et remontai la rue jusqu'au coin pour acheter la bouteille de Preston. Je me promis d'aller faire un tour au roost dès qu'il m'aurait refilé les tuyaux que je lui avais demandés. J'étais à une quinzaine de mètres de la boutique lorsque je le vis.
C'était un géant à la peau couleur noisette. Il était au centre d'une petite foule de badauds, et on voyait son grand chapeau blanc dépasser les autres d'une bonne tête. En m'approchant, j'ai remarqué ses dents d'une blancheur de neige. Ses lèvres épaisses étaient retroussées en un rictus, ses épaules puissantes se balançaient en cadence, comme s'il était en train de piétiner quelque chose. On aurait dit un fakir en tenue de soirée, dansant sur des braises, ou un vigneron sicilien, foulant son raisin en costume du dimanche. Je me faufilai parmi les foules pour être aux premières loges. Le géant âhannait. Sous l'effort, son visage ruisselait de sueur. Les badauds pouffaient de rire, excités comme la populace de Salem assistant à l'exécution d'une sorcière. En l'occurrence, la sorcière était noire, avec des yeux en amande et un visage de poupée qui lui donnait l'air d'une geisha. Une brise glacée soulevait les pans du par-dessus dont le géant était vêtu, et on voyait les muscles de ses cuisses se contracter sous le pantalon de son costume à $200. Ses chaussures pointure 45 piétinaient inlassablement, la poitrine et le ventre de la sorcière. Elle était tombée dans les pommes. Sa mâchoire pendait de travers, et une écume rouge s'accumulait au coin de sa bouche tordue. Enfin, le géant se pencha pour la ramasser. Elle avait l'air d'une enfant dans ses bras. Les yeux de l'homme étaient étrangement humides. Il se fraya un chemin parmi les badauds et s'avança vers une Cadillac violette rangée contre le trottoir. « Bébé, murmura-t-il en regardant le visage inanimé de la fille, pourquoi ? Mais pourquoi donc m'obliges-tu à te faire ça ? Pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de travailler au lieu de boire et de t'amuser avec les michetons ?» Tout en la tenant tendrement entre ses bras, il se pencha, ouvrit la portière de la Cadillac, puis déposa la fille sur la banquette, côté passager. Il referma la portière, contourna la voiture et s'installa derrière le volant. Dans un rugissement de moteur, la Cadillac disparut alors dans la nuit. La foule se dispersait. Je me tournai vers un type de mon âge. Les yeux vitreux, il suçait une tige de marijuana. Si la police s'était pointée, dis-je, le mec était sûr de se faire embarquer. L'autre fit un pas en arrière et me regarda comme si je venais de débarquer d'un monastère tibétain. Ça fait combien d'années que tu dors, vieux ? La police, c'est lui. La police des mœurs. On l'appelle Poinçon. Il a 9 putes qui tapinent pour lui. C'est un Mac. Et cette fille fait partie de son écurie. Elle s'est saoulée avec un micheton. J'allais acheter la bouteille dans la boutique de spiritueux. Il était minuit 5. J'ai demandé la demi-pinte pour Preston. Lorsque l'employé la déposa sur le comptoir, j'écartai un pan de mon par-dessus pour prendre mon portefeuille dans ma poche revolver. J'y avais mis $200 en billets de 5 et de 10. J'avais aussi 5 billets de $100 dans une blague à tabac attachée à mon caleçon entre mes jambes. Mes doigts s'enfoncèrent dans ma poche du côté droit. Elle était vide. J'étais pourtant sûr d'avoir rangé mon portefeuille de ce côté-là. Je fouillai ma poche gauche, vide aussi. En quelques secondes, mes mains moites avaient exploré chacune de mes poches une bonne demi-douzaine de fois. L'employé du magasin restait là, immobile, à contempler le spectacle d'un air amusé. Sa main velue ramena la bouteille vers lui, du bon côté de la ligne de partage. « Qu'est-ce qui se passe, l'ami ? Y a une fille qui t'a étouffé ton portefeuille ou tu l'as laissé dans ton autre falzar ?» Tout s'emballa dans ma tête. Je passais en revue chaque épisode de la soirée, chaque geste que j'avais fait. J'étais complètement déboussolé, un vrai cave. « T'as mis à côté de la plaque, Jack. On m'a rien piqué du tout. Je viens juste de me rappeler que j'ai laissé mon fric sur la planète Mars. Je reviendrai quand je serai de retour. » Il hocha la tête en me voyant partir. Je traversais la rue en direction de la Ford. Je n'espérais pas que mon portefeuille avait glissé sur la banquette. Je voulais simplement prendre un des billets de $100 que j'avais planqué contre mes couilles. Ce qui s'était passé dans le bar à Junkie m'était revenu en mémoire. J'avais revu le geste fulgurant comme l'attaque d'un serpent à sonnette, et je me rappelais la face réjouie de Tête de Cheval. Son copain le renard lui avait bien préparé le boulot. Adroits comme ils sont, ces deux salopards sont bien partis pour se ramasser $1 million s'ils ne se font pas descendre avant. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, je n'ai jamais mis de fric dans mon portefeuille. Je retournai acheter la bouteille, il fallait que je me dépêche d'aller chercher les côtelettes que j'avais commandées. Le vieux Preston était de nouveau sur le trottoir à racoler le gogo. Je le vis montrer le tripot à un type qui avait l'air plutôt réticent. Mais il lui donna une grande tape dans les reins, et le pigeon finit par entrer à l'intérieur. Lorsqu'il me vit, Preston s'avança vers moi en claudiquant. Pour la première fois, je remarquai qu'il boitait. Il eut un grand sourire quand je lui donnai la bouteille. « Merci, petit. Tu veux la première gorgée ? Toute la bouteille est pour toi, vieux. Le temps d'aller chercher mes côtelettes, et je te retrouve à l'intérieur. » Lorsque je revins, Preston s'était déchaussé et avait posé sur une chaise ses pieds en capilotade. Je trébuchais contre ses sandales bricolées qu'il avait laissées près du canapé et m'assis. Ses pieds répandaient une odeur de cancer en phase terminale. Mais même un Mac en herbe doit avoir un estomac d'acier, et j'ouvris mon paquet pour dévorer mes côtelettes. « J'imagine que tu as vu Poison dérouiller cette pute au coin de la rue, dit-il.
C'est le Mac numéro 2 dans cette ville. Elle m'avait l'air morte, marmonnai-je, la bouche pleine de graisse au piment. Il a dû l'emmener à la morgue. Comment ça se fait qu'il soit numéro 2? Qui peut être plus balèze qu'un type comme ça? Les lèvres collées au goulot, Preston leva la bouteille toute droite et la vida. Elle est pas morte, dit-il, elle reviendra avant l'aube pour se défoncer le cul au turbin. Poison est le flic noir le plus haut placé dans la brigade des mœurs de Chicago. Qu'il ait des filles sur le trottoir, ça dérange pas les grosses légumes, tant qu'il ne botte pas des culs blanches. Mais Poison est un type charmant, comparé à Sweet Jones. Sweet est le plus grand Mac noir de tout le pays. Preston, je veux être aussi puissant que Sweet, répondis-je. Je veux que mon nom retentisse comme le sien. Je veux être suffisamment fort pour faire bosser 100 putes. Dis-moi comment je pourrais rencontrer Sweet. J'ai besoin de tuyaux pour me mettre au boulot sérieusement. Dans la pénombre, j'eus l'impression que sa mâchoire se décrochait, son visage de bassesse tordit en une expression de stupeur. Il fit une grimace en dents de scie, un peu comme si je lui avais demandé de coucher avec lui, et se raidit comme un cadavre sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe, petit? T'as pris une dose d'héros ou quoi? Sweet est un asile de dingue à lui tout seul. Ton nom ne retentira jamais comme le sien, à moins que tu deviennes aussi fou que lui. Il a tué 4 types. Il n'est même plus humain. Tous les nègres de la ville chitrouillent devant lui. Ses putes l'appellent Mr. Jones. Il déteste les petits jeunes. Je vais pas te mettre sur son chemin. Je t'aime bien, petit. Tu es un beau gars. Tu as réussi à me faire croire que tu étais intelligent. Alors je vais te donner un conseil. Tu en feras ce que tu voudras. Je suis arrivé dans cette ville il y a 12 ans. J'étais tellement beau à l'époque qu'il y a des tas de types qui auraient été ravis de ressembler à mon cul. J'avais 5 filles qui bossaient pour moi. En province, j'étais un super Mac. Je n'avais que 28 ans en venant ici. Comme toi, je voulais rencontrer Sweet. Pour moi, c'était facile. J'étais beau, j'avais le teint clair, et 3 filles blanches dans mon écurie. Mais je ne savais pas que Sweet déteste les métis et les blancs. Pendant 1 an, il m'a souri de toutes ses dents en or. Il m'a fait croire qu'il m'aimait beaucoup. Déjà à l'époque, il était accro à l'héroïne. Là-dessus, il a commencé à me charrier, à me traiter de cave. Moi, je faisais ce que je pouvais pour essayer de lui ressembler, alors je me suis mis à l'héros. Ça m'a foutu la tête à l'envers. Tout ce qui m'intéressait désormais, c'était de me défoncer. Lui, en vrai copain, il s'occupait de mon écurie à ma place. Au début, il s'est conduit comme un tonton gâteau avec mes putes. 6 semaines plus tard, il nous donnait des ordres, à moi et aux filles. Il a complètement démoli mon image à leurs yeux, et du coup, il m'a piqué mon écurie. Un matin, j'étais en manque, malade à dégueuler, et Sweet me torturait. Ça faisait 24 heures qu'il ne m'avait pas apporté ma cam. Par moments, j'étais froid comme un glaçon, obligé de me rouler dans une couverture. À d'autres moments, j'avais l'impression d'être chauffé au rouge. Quand il s'est pointé, j'étais tout nu, je rampais par terre, en m'enfonçant les ongles dans la peau. Il restait debout devant moi, avec ses dents en or qui brillaient dans sa gueule. Sweet m'a dit « Du calme, mon joli connard de métis. » Il y a eu un petit moment de panique. J'ai pas pu te trouver de calme jusqu'à ce matin. J'ai réussi à t'en dégoter chez les portoricains. Faut vraiment que je t'aime, mon petit salaud de junkie, pour prendre des risques pareils. C'est bizarre. Je viens de remarquer que quand t'es en manque, tu deviens aussi noir que moi. J'aimerais bien que ce salopard de blanc qu'était ton père puisse te voir comme ça, à genoux devant moi, en train de supplier un nègre bien noir de te sortir de la merde. Sweet m'a tendu le petit sachet de cellophane, mais j'étais trop faible pour le prendre. Je lui ai dit, Sweet, s'il te plaît, prépare-moi mon fixe. Tu trouveras la seringue planquée sous la cravate à rayures dans le placard. Sweet, si tu te dépêches pas, je suis sûr que je vais crever. J'avais mal partout. Mon corps n'était plus qu'une crampe de la tête aux pieds. Sweet s'est avancé lentement vers le placard. Il a fouillé à côté de la cravate à rayures. Il jouissait de faire souffrir ce métis à la peau claire. Je lui ai crié, Sweet, tu avais la main dessus, c'est là, juste là. Il a fini par prendre la seringue dans la doublure de la cravate. Quand la seringue a été prête, j'étais trop faible pour me piquer moi-même. J'ai allongé le bras par terre. Je l'ai supplié des yeux de me faire le garrot et de me shooter. Il a pris la ceinture du pantalon que j'avais laissé sur une chaise et me l'a serré autour du bras, juste au-dessus du coude. Ma veine s'est gonflée comme une corde bleuâtre. Il a enfoncé l'aiguille au creux du coude. La seringue est devenue rouge. J'ai attendu en crevant de froid que la douleur s'en aille. Preston s'interrompit pour reprendre son souffle. Des gouttes de sueur étaient apparues sur son crâne chauve. Il avait véritablement revécu la trahison de Sweet en me la racontant. Je léchais mes doigts pleins de sauce, roulais en boule le papier gras qui avait enveloppé mes côtelettes et le jetais dans une corbeille au pied du canapé. Puis je m'essuyais la bouche et les mains avec le mouchoir que j'avais dans la poche. Les dés qu'on utilisait dans ce tripot devaient être diplômés de l'université. Toutes les 10 minutes, un gogo sortait en traînant les pieds, avec l'air de s'être fait vider les poches jusqu'au dernier sou. Bah dis donc, il a pas froid aux yeux, Sweet, dis-je.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Le fixe a dissipé la fièvre et la douleur. Oh, bien sûr, j'aurais pas affronté Joe Louis en 15 rounds, mais je me sentais mieux. Sweet était resté au milieu de la pièce et il me regardait. Quand j'ai enfin pu me relever, j'avais encore les jambes flageolantes. J'étais là, debout, tout nu. Je lui ai dit, Sweet, je sais que tu m'as piqué mes filles. Je sais que j'ai été le roi des pigeons. Mais j'exige que tu me donnes au moins 1000 $. Il faut que je décroche de l'héros. C'est toi qui m'as embarqué là-dedans. Après, je te foutrai la paix, mais d'abord, je veux les 1000 $. Sweet est resté immobile comme un gros Bouddha noir. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait me botter le cul, comme si j'étais une de ses putes. Et puis il a souri. Il a pris ma robe de chambre au pied du lit et il me l'a passée sur les épaules. Ensuite il a dit, mon petit chéri, je ne t'aurais pas volé tes putes. Si je n'avais pas été là, ces filles auraient filé aux 4 vents. Heureusement, tu pouvais compter sur moi. Je suis comme une pute pour toi. Tu ne préfères pas que ce soit moi qui récupère les filles plutôt qu'un quelconque connard qui ne t'aurait rien donné en échange? Bien sûr que je vais te les donner, les 1000 $. Je vais même te rendre une de tes filles, la métisse avec des dents de cheval. Je veux que tu te remettes d'aplomb. Je t'aime beaucoup, tu sais, mon petit chéri. Je lui réponds, Sweet, quand est-ce que tu me donneras le fric? Il faut que je sache quand il arrivera. Il dit, pas plus tard que demain matin, mon mignon. J'amènerai la fille aux dents de cheval en même temps. Aujourd'hui même, avant midi, je t'envoie le quart de la somme. Tu n'as pas à t'en faire. Sweet est avec toi, mon petit chéri. Il m'a pincé le menton et il est parti. À 11 heures, un coursier est venu de sa part avec le quart du fric. Je commençais à me dire qu'après tout, il n'était pas si salaud que ça. Et puis, à midi, 2 flics sont arrivés, ils ont défoncé la porte. Moi, j'étais en pyjama, je planais tranquillement. Ils ont trouvé la cam et m'ont bouclé pour détention de stupéfiants. J'en ai pris pour 5 ans. On m'a envoyé à la prison de la ville et là, j'ai été sevré brutalement. Ensuite, j'ai fait 3 ans et 9 mois à la prison d'État. J'y ai laissé mes cheveux, mes dents et ma belle gueule. Un taulard m'a foutu un coup de couteau dans la plomberie. Depuis, je boite et je suis obligé de pisser avec ce tube sur ma hanche. Et je n'ai plus jamais eu de pute. Preston eut un sanglot. Alors petit, tu veux toujours t'installer ici et rencontrer Sweet? Je détournai la tête pendant qu'il essuyait ses larmes d'un revers de manche. J'étais vraiment un jeune con irrécupérable. Après avoir entendu tout ça, j'avais toujours une envie folle de tenter l'aventure dans la grande ville. Le récit de Preston n'avait fait qu'augmenter mon désir de rencontrer Sweet, le caïd au cœur de la place. Si j'avais été un peu plus intelligent, j'aurais sauté dans la Ford et je serais retourné à la Cambrousse. Sweet déteste les métis et les blancs, pensais-je. Mais moi, je suis aussi noir que lui. La demi-portion est également noire. Sweet ne s'intéresse pas aux putes noires. Je n'ai donc aucune raison d'avoir peur de lui. Je ne possède rien qu'il puisse avoir envie de me piquer. Il faut que je le trouve. Il y a des tas de choses à apprendre avec lui. Je veux devenir un super Mac en prenant le plus court chemin. Plus question de rencontrer Sweet, dis-je. Je ne suis pas dingue, mais je veux quand même essayer de faire mon trou ici. C'est vrai que tu en as bavé, Preston. Ça me fait de la peine. Mais quand je serai plein aux as, je ferai quelque chose de bien pour toi. Tu as largement mérité de souffler un peu. Maintenant, dis-moi un peu, quel est le meilleur endroit pour poser son sac dans cette ville? Tu as vraiment envie de prendre des coups, hein. Il ressemble à quoi ton sac? Noire, 18 ans, mignonne, bien balancée, et elle bosse par tous les trous. Blood, crois-moi, cette rue-là est la meilleure pour poser un sac comme ça. Le seul ennui, ici, c'est que ça grouille de Mac en quête de filles. Il faudra aussi que tu fasses attention aux gouines qui font le trottoir. Il y en a une bonne demi-douzaine dans le coin. Elles sont du genre costaud, et aussi dures que les hommes avec les filles. Elles savent s'y prendre pour piquer une jeune pute. Si tu fais pas gaffe, t'auras vite perdu ta gonzesse. Ça fait combien de temps qu'elle bosse pour toi? Et comme bagnole, qu'est-ce que t'as? Elle est avec moi depuis une semaine, mais je la tiens bien serrée. Elle m'adore, et personne ne peut me la prendre. Ma bagnole, c'est une Ford, pour l'instant. Il éclata de rire en rejetant la tête en arrière. Je crus qu'il avait pété les plombs. Pendant au moins une minute, il donna l'impression qu'il allait mourir de rire. Lorsqu'il s'arrêta enfin, des larmes coulaient sur ses joues. Blood Lancaster, Slim Young, Dizzy Willy, ou quel que soit ton nom, tu ferais mieux de quitter cette ville le plus vite possible. Si tu t'imagines qu'un Mac peut tenir une de ses filles bien serrée, c'est grave. Tu crois vraiment qu'une pute peut aimer un Mac? T'es pas un Mac. Tous ces nègres sont trop forts pour toi. Ils vont te souffler ta pétasse dès que tu l'auras mis sur le bitume. Ici, les simples barmen ou les grooms sont de meilleurs Macs que les meilleurs Macs de province. T'as pas les fringues qu'il faut, pas les bijoux, pas le standing. Ici, il y a des nègres qui roulent en Cadillac. Ta gonzesse va être éblouie en voyant ça, ils te la piqueront sous ton nez.
Tu ferais mieux de te tirer et devenir un bon Mac bien pépère dans une petite ville de cave. Va donc faire un tour sur la côte ouest, crois-moi. T'es pas prêt à t'installer dans une ville comme celle-ci. Il s'interrompit et resta assis là à me regarder avec l'air de dire que je ferais mieux de prendre mes jambes à mon cou et d'aller m'installer d'urgence à Plouk City. Il croyait m'avoir foutu la trouille, mais ses vannes m'avaient chauffé à blanc, pire qu'un mousquet à la bataille de Bull Run. Pourquoi croit-il que je suis venu jusqu'ici, ce larbin estropié? Je sais bien que je suis à la traîne, mais je n'ai pas l'intention de rester longtemps hors du coup. Je suis décidé à devenir aussi brillant et aussi puissant que Sweet Jones, le Mac en chef. Si je me faisais piquer la demi-portion, ce ne serait pas la fin du monde. Ce pauvre pleurnichard a été assez con pour se laisser foutre en l'air par Sweet. Écoute, Preston, j'ai quelque chose dans le ventre, je suis pas une gonzesse. J'ai été 2 fois en tôle, c'était dur, mais j'ai bien tenu le coup. Je suis sûr que ma pute m'aime à sa manière, et je suis sûr que je la tiens bien. Si je me trompe et qu'elle se barre, qu'est-ce que ça peut foutre? Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas tomber. Même si je deviens aveugle, je continuerai à faire le Mac. Et si on me coupe les jambes, j'irai chercher des putes dans ma chaise roulante. Je serai Mac ou j'en crèverai. Je n'ai pas l'intention de devenir larbin chez les Blancs. Tu pourras dire ce que tu voudras, tu n'arriveras pas à me dégoûter de faire tapiner des putes dans cette ville. Je suis capable de prendre ma part sur le marché du cul, ça je le sais. Et ce que je ne sais pas encore, je vais l'apprendre. Sweet ne me fait pas peur, je vais le rencontrer, et lui soutirer tous les tuyaux que je pourrai. Je lui boufferai le cerveau comme un vautour. Un grec costaud avec une tête de forain franchit la porte à ce moment-là. Je m'interrompis. Il passa devant nous, puis disparut par la petite porte aménagée dans la cloison. Preston entreprit de remettre ses chaussures, il avait l'air mal à l'aise. Qui c'est ce type? Un flic? Oh, c'est le patron de la boîte, et il est venu vérifier la recette et prendre sa part. Alors toi et ton copain, vous êtes des sous-fifres de ce mec-là. Avant qu'il ait pu répondre, le grec réapparut. Preston était en train d'enfiler son par-dessus. Le type s'arrêta devant lui en le regardant d'un air furibond. Je ne te paye pas 5 $ par jour pour rester assis sur ton cul. Il y a une bonne centaine de types qui seraient ravis de sauter sur le billet de 5 et de dormir sur ton lit de camp. Si tu ne te remets pas tout de suite au travail, je te vire et t'iras te geler le cul sur un trottoir, au boulot, et t'as intérêt à ramener les gogos. Oui, patron, monsieur Nick. Mais vous savez, ça faisait tout juste 1 minute que j'étais assis quand vous êtes arrivé. Vous savez bien que je suis le meilleur pour racoler les clients. Lorsque nous sortîmes sur le trottoir, j'évitais le regard de Preston. Je savais d'avance que j'y verrais. Il me faisait pitié. Je sortis un billet de 10 $ de ma poche, le pliai, et le glissai dans la poche déchirée de son par-dessus. Il le prit, et le mit dans une poche de son veston. Merci, Blood. Peut-être que j'ai eu tort à ton sujet. Tu as peut-être aussi ce qu'il faut dans le ventre pour réussir. Mais il faudra que tu te donnes du mal. Bonne chance, petit. Merci pour tes tuyaux, Preston. Dans 6 mois, t'en croiras pas tes yeux. Je viens m'installer dans cette rue dès demain soir. On ne peut pas arrêter un train en marche, et t'inquiète pas si ton patron te fout dehors, je te paierai une piole. Je me souviens que j'avais décidé d'aller faire un tour au Roost, et je marchais dans cette direction. Ma montre indiquait 1 h 30. J'avais passé 3 h 30 dans cette ville, et ça m'avait coûté 212 $ de découvrir à quel point j'étais ignorant. Pour un jeune type qui ne sait pas grand-chose, c'est facile de se faire des idées. Ce que j'avais appris valait une fortune. Il faut que j'aie une véritable éponge dans la tête. Je vais me servir de mes yeux et de mes oreilles comme de pompes aspirantes. Je dois tout savoir sur les putes, sur les pièges, sur les combines. Je veux me dépêcher de découvrir les secrets des Macs. Pas question de devenir un gigolo la petite semaine comme les macros blancs. Je veux tout contrôler chez mes putes. Je veux être le patron de leur vie tout entière et même de leurs pensées. Il faut que je leur mette dans la tête que Lincoln n'a jamais aboli l'esclavage. Le Roost était toujours aussi agité. J'allais m'installer sur le seul tabouret libre au milieu du bar. Une Mexicaine dans une robe longue de satin rouge vint m'apporter un Planters Punch rose. Les musiciens jouaient Tea for Two sur un tempo rapide. Dans le miroir qui faisait toute la longueur du bar, je voyais derrière moi un noir très laid qui avait passé une main entre les cuisses d'une blanche au visage d'ange. Il avait mis son autre main dans sa poche et jouait au billard avec sa queue. La fille avait fermé les yeux. Elle était coiffée d'une tiare en faux diamant qui dessinait autour de sa tête un halo en toque. Assise dans son box, elle se mordait la lèvre comme si elle était déjà en plein 7e ciel. J'avais ouvert mes oreilles toutes grandes. À ma droite, un type bien habillé parlait à son copain assis de l'autre côté. « Je veux récupérer mes 300 sacs, disait-il. Depuis que tu me l'as vendue, cette foutue garce n'a pas fait 3 michetons, elle est à moitié crevée. On dirait qu'elle tombe en morceaux, cette fille-là est incapable de tapiner. » « Jack, mon vieux, répondit le vendeur, je t'ai vendu le paquet tel quel, je ne suis pas responsable de la volonté divine. Divine mon cul, répliqua l'acheteur. Tu savais bien que cette pétasse était pourrie de l'intérieur. Ça m'aurait coûté 1000 $ de la remettre en état.
File-moi 150 sacs et reprends ta gonzesse. C'est un braquage ou quoi, dit le vendeur. Cette fille était saine quand je te l'ai vendue. T'essayes peut-être de m'arnaquer. C'est peut-être toi qui as marché dessus. Tu l'as peut-être bousillée. Moi, je ne la reprends pas même pour $1. Ça, c'est dégueulasse, s'indigna l'acheteur. Je me suis fait entuber. J'ai siglé 300 sacs pour une vieille négresse qui avait déjà un pied dans la tombe. Écoute, Jack, moi, je m'occupe de mes propres filles, répliqua le vendeur. Je n'ai pas le temps de faire ton boulot à ta place, alors fous-moi la paix. Mais j'ai quand même un tuyau pour toi. Dans le nord de l'État, il y a un bordel avec une clientèle d'hispanos. Ils ne dépensent jamais de plus de $5, mais ils viennent par milliards. Le week-end, il y a la queue sur le trottoir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'acheter des pilules. Tu endors la fille et tu l'amènes là-haut. Là, pas besoin de marcher. Elle se couche sur le dos, et tant qu'elle pourra respirer, tu ramasseras ton fric. Si elle tient suffisamment longtemps, t'auras peut-être même assez de pognon pour lui faire une révision complète avec un bénéfice en plus. Cette fille est noire et jolie. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur. Ces hispanos baffent comme des dingues devant les négresses. Tu vois, Jim, j'ai trouvé une solution, si ça te va. Appelle-moi demain à midi. Entre-temps, je prendrai contact avec la boîte. La taulière est une copine, t'es sûr de pouvoir placer la fille dès demain. J'ai bien besoin d'un coup de main, Jack, répondit l'acheteur. Je suis prêt à essayer n'importe quoi pour récupérer le fric que m'a coûté cette garce. Je t'appellerai à midi. Allez, c'est fini, je t'en veux plus. Viens, on s'en va. Je me ferai bien une ou deux capsules. L'acheteur se leva et frappa du poing sur le bar. La jolie Mexicaine vint lui apporter sa note. Elle souriait. Le vendeur vida son verre et se leva à son tour. Penché sur le comptoir, il plongeait le regard dans les seins de la fille. J'observais toute la scène du coin de l'œil. En tout, ça fait $12, dit la fille. 7 pour vous, 5 pour votre copain. Je paye les deux, dit l'acheteur. Voilà $20. Tu peux garder la monnaie, miss. Si je te veux, je t'aurai. Dis donc, le clodo qui t'accompagnait quand t'es venu bosser hier soir, c'était ton père? T'as pas peur que je te croque toute crue avec du sel et du poivre? C'était pas mon père, c'était mon mari, répondit la Mexicaine, et c'est pas un clodo. Simplement, il était en tenue de travail. Et il faut pas manger les gens, c'est pas gentil. Merci pour le pourboire, à bientôt. L'acheteur éclata de rire en rejetant la tête en arrière, le nez pointé vers le plafond. Des grains de poussière grisâtre étaient accrochés aux poils de ses narines. Il avait sniffé de l'héron. Les lèvres de la fille continuaient de sourire, mais ses grands yeux noirs s'étaient plissés en une fureur toute latine. Elle se tourna vers la caisse enregistreuse, actionna rageusement le levier, puis revint en regardant fixement l'acheteur. Elle avait à la main $8 qu'elle roula en boule pour en faire un projectile. Dans le miroir, je vis le vendeur qui sortait en hochant la tête. L'acheteur regardait la fille, comme si ces $8 de pourboire en avaient fait son esclave officiel. Il se caressa la braguette en faisant briller comme un néon le diamant de 4 carats qu'il portait à la main gauche. Si ce locteux est vraiment ton mari, dit-il, alors je t'enlève. Je devrais même le faire tout de suite. Qu'est-ce que tu fous ici à balancer des bières sur un comptoir? Crois-moi, ma belle, t'as un vrai trésor entre tes grosses jambes poilues. Je vais te montrer comment t'y prendre pour t'empocher $1000 par semaine. Moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et justement, c'est toi que je veux, pétasse. À 4 heures, je passe te prendre. Un énorme noir avec une tête de bouledogue enragé venait de faire son apparition. Le videur de la boîte, sans doute. La tête enfoncée dans les épaules, il se tenait à quelques mètres derrière l'acheteur et souriait comme un crocodile affamé. La Mexicaine tremblait. Elle jeta la boule de dollars froissée sur l'acheteur qui la prit en plein nez. Il se couvrit la figure de ses mains. Sale ordure, s'exclama la petite fille. Petit connard de nègre, espèce de cinglé. Tu crois que je vais te laisser me toucher? Même si ça devait sauver ma petite vie de merde, je refuserais de te chier dans la bouche. Si jamais tu me regardes encore une fois, je t'arrache les tripes. Le videur se précipita sur l'acheteur à la vitesse d'un obus. La semelle de ses chaussures claquait sur le parquet comme les roues d'un train express. Il saisit l'acheteur par les fesses en passant son énorme main à travers la fente de son manteau. Son autre main se referma sur le cou décharné de sa victime. Les pieds de l'acheteur ne touchaient pratiquement plus le sol. La pointe de ses chaussures jouait des claquettes sur le parquet, tandis que le videur l'emportait vers la sortie. La salle était devenue silencieuse. L'acheteur tourna une dernière fois la tête vers la Mexicaine furieuse. Avant d'être éjecté sur le trottoir, il eut le temps de crier « Espèce de petite salope à la graisse de tamal, raclure de chicano, un de ces jours, je t'entuberai jusqu'à l'os. » L'animation reprit dans la salle. Les musiciens se lancèrent dans Mood Indigo. Je pensais à la demi-portion. La Mexicaine me regardait, les mains sur les hanches. Elle aurait bien voulu m'entendre traiter l'acheteur de salopard. Elle ignorait que mon principal souci, c'était plutôt d'entrer dans son club. Je posai $2 sur le comptoir et sortis. Il était 2h30 du matin. Je marchais jusqu'au coin de la rue. Preston avait raison.
La pute de poison était revenue tapiner. Elle essaya de me racoler devant le magasin de spiritueux. Apparemment, la terrible raclée qu'elle avait reçue ne l'avait pas guérie de son goût pour la bouteille. Salut Slim. Pour 10 sacs, tu me la mets entre les cuisses, et je te promets que tu pourras prendre tout ton temps, mon mignon. Paye-moi une boutanche et viens faire des folies dans mon plumard. Elle détournait brusquement la tête comme si elle avait eu le regard de Méduse. J'agitais les rotules et traversais la rue. Pendant un instant, j'avais eu la vision des pointures de 45 de poison qui me bottaient le cul. Je montais dans la Ford et fis demi-tour. Il était temps d'aller retrouver la demi-portion et de dormir un peu. La lumière de mes phares accrocha la silhouette de Preston. Il était toujours là, à essayer d'enrichir son patron. Il me fit un signe de la main. Je répondis d'un coup de klaxon. Le mercure était tombé. Les rues verglacées ressemblaient à une piste de ski. À moins de 2 kilomètres du Roost, j'aperçus la façade bien nette d'un hôtel. Une enseigne de néon bleu faisait scintiller son nom, Blue Haven Hotel. J'allais y faire un tour. La réception était décorée dans les tons rouge et bleu. Il y avait une fille derrière le comptoir. Sa joue sombre portait la cicatrice d'un coup de rasoir. Elle avait la carrure et la voix d'un lutteur poids lourd. C'est pour une nuit ou pour plus longtemps? C'est combien pour une location longue durée? Je veux la meilleure piole avec vue sur la rue. Les meilleures chambres vont de 32 à 35 dollars par semaine, et les appartements de 2 pièces avec salle de bain sont à 100 dollars la semaine. Elle se leva et s'approcha d'un tableau rouge derrière elle. Elle en décrocha plusieurs clés qu'elle me donna. Le garçon d'ascenseur était un vieux type plongé dans les aventures de Maggie and Jiggs, un magazine de bande dessinée érotique. Il sifflotait When the Saints Go Marching In, en gardant les yeux collés à son journal comme s'il venait de découvrir le plan de la mine du Hollandais perdu. Je descendis au 3e étage. J'inspectais d'abord 2 chambres simples. Les tapis étaient tachés, les meubles délabrés. De toute évidence, l'hôtel était fréquenté par la pègre. Je sentais une odeur de marijuana qui flottait dans les couloirs. Je montais au 4e étage par l'escalier, je visitais 2 appartements et me décidai pour le 2e. Il avait été fraîchement repeint en noir et or, et les meubles de bois blond étaient neufs. L'endroit était impeccable, la décoration clinquante. Une grande fenêtre aux rideaux dorés donnait sur la rue. C'était exactement le genre de piole qu'il me fallait pour l'instant. Elle conviendrait parfaitement jusqu'à ce que j'aie monté la grosse écurie qui me ferait gagner beaucoup de fric. Je retournai devant l'ascenseur et appuyai sur le bouton de la descente. D'après le panneau d'affichage, la cabine était coincée entre le 2e et le 3e étage. Je descendis par l'escalier. Les galipettes de Maggie and Jiggs avaient dû mettre le vieux sous pression. Il était sans doute avec une pute à l'hôtel et servait de l'illustrer comme mode d'emploi. Je retournai au comptoir de la réception, réservai l'appartement et payai une semaine d'avance. La clé dans ma poche, je repris la Ford pour rentrer à la maison. Une centaine de mètres plus loin, je vis une pute noire entrer avec un client blanc dans le Martin Hotel. Une bonne adresse pour la demi-portion. Elle pourrait y emmener ses meilleurs michetons. Il était 4 heures du matin lorsque je fus de retour. Je garai la Ford et montai l'escalier de l'hôtel. Une rame du métro aérien fit trembler les murs en passant. Son ombre jaillit par la fenêtre du 2e étage et plongea sur le mur dans un grand bruit de ferraille, comme un fantôme en pleine course. Je pris le couloir de gauche, vers la porte 20. Je tournai la clé dans la serrure et entrai. La demi-portion était là, les yeux grands ouverts. Elle sauta du lit, vêtue d'une nuisette, et vint se serrer contre moi. On aurait dit que j'étais parti depuis un an. Mon chéri, je suis tellement contente que tu sois revenu, je me faisais un sang d'encre. Où étais-tu? Est-ce que tu m'aimes autant que moi? Si jamais il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Des visions douloureuses tournoyèrent dans ma tête à la manière d'une tornade. Les dents serrées, je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes comme des pics à glace. Le numéro d'amour de la demi-portion avait fait renaître en moi d'anciennes et tristes scènes. Je revoyais ce pauvre Henri. Il était à genoux, balbutiant des mots d'amour à ma mère. Je voyais son regard pitoyable qui suppliait maman de ne pas lui briser le cœur. Je voyais ma mère donner des coups de pied pour se dégager de son étreinte. Je voyais ce terrible regard de mépris et de triomphe dans les yeux de maman. Et je pensais au ver qui dévorait le cadavre de Henri, dans sa tombe solitaire. J'eus un frisson et de toutes mes forces, je frappai la demi-portion à la tempe gauche. Le choc répandit une douleur dans mon coude, comme des milliers de piqûres d'épingle. Elle poussa un gémissement et tomba en arrière sur le lit, qui la fit rebondir comme un trampoline. Au 2e rebond, il y eut un craquement accompagné d'un bruit mat. Elle était retombée face la première sur le cadre de fer, au pied du lit. Elle resta là, immobile, le souffle haletant. Je m'approchai, la saisis par les cheveux et lui tournai la tête vers moi. Ses yeux étaient fermés. Elle avait une entaille sanguinolente à l'arcade sourcilière droite. J'allais remplir une carafe d'eau fraîche au lavabo et la lui versai sur la figure. Elle battit des paupières, ouvrit les yeux, puis me regarda. Un filet écarlate lui coulait sur la joue jusqu'au menton. Elle passa la main sur son visage. Lorsqu'elle vit le sang sur ses doigts, ses yeux s'écarquillèrent. Elle ouvrit la bouche.
Je restais là à la regarder. Je sentais mes tripes remuer au niveau de mon bas-ventre. J'avais l'impression qu'un courant brûlant activait le générateur qui donnait vie à mon arme de guerre. Mais pourquoi, chérie? Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu me bottes les fesses? Tu t'es défoncé ou quoi? Écoute bien, pétasse. Même si je te garde 100 ans, ne t'avise plus jamais de me demander où je suis allé. Et n'essaye pas de me faire gober ces histoires d'amour à la con. On n'est pas des caves. Je suis un Mac et tu es une pute. Allez, maintenant, debout, et mets-toi une serviette mouillée sur l'œil. Elle alla se laver la figure devant le lavabo. Ses yeux grands ouverts m'observaient dans le miroir. À l'époque, je ne savais pas encore qu'elle avait commencé à noter dans sa tête tous les motifs de vengeance qu'elle pourrait avoir contre moi. 7 ans plus tard, elle ferait le compte et m'enverrait en prison avec la plus grande joie. Elle revint s'asseoir sur le lit en pressant une serviette contre sa blessure. Je me déshabillai et me glissai tout nu entre les couvertures. Un quart d'heure plus tard, elle ne saignait plus. On ne voyait qu'une petite entaille un peu enflée. Elle se fourra dans le lit à côté de moi et se mit à me mordiller l'oreille. Le lézard fit un petit parcours de cross-country, puis se lança dans un formidable tour du monde. Je restai immobile et silencieux. Je me demandais quelle était la véritable raison pour laquelle je lui avais donné ce coup de poing. Mais je n'arrivais pas à trouver la réponse. Mes pensées étaient paralysées par ma conscience, comme tranchées par le fil d'un rasoir. Chérie, murmura-t-elle, tu as envie de m'attacher? S'il te plaît, je voudrais bien. T'es complètement obsédé, répondis-je. D'accord, je vais t'attacher comme une truie à l'abattoir, et quand t'auras bien pris ton fade, je te raconterai où t'iras tapiner demain. Mets-toi sur le dos. Écarte les jambes, les bras tendus, au-dessus de la tête. Voilà. Très bien. Comme ça, ma jolie salope.